Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Oh, John, dites-moi une parole de douceur. Abby, il m'arrive souvent de penser à vous avec douceur. Mais je me couperai une main plutôt que de revenir vers vous. Il n'y a rien eu entre nous. Allons. Mais bien sûr que si. Quand le cœur désire, il faut posséder. Je vous connais, John Proctor. Vous m'aimiez. Et même si Dieu l'interdit, vous m'aimez encore. Quand on ne peut posséder, il faut détruire. Je viens arrêter votre femme. Pour quel délit? Quelles sont vos preuves? Qui l'a accusée? Abigail Williams l'a accusée. Abigail veut ma mort, John. Vous le savez. Cette fille est fausse! Si vous dites un seul mot contre ma femme, c'en est fini de vous. John, je ne parle qu'au sein nom du Seigneur. S'il condamne Elisabeth, on la condamnera sur terre. Dans un monde où règne la peur. Le juge Autumn a encore condamné 14 personnes à la prison et à la pendaison, si elle n'avoue pas. Avouez? Mais quoi? Pour être condamné. Si vous laissez échapper un seul mot, je vous retrouverai au plus noir d'une nuit d'épouvante et nous ferons des comptes tellement précis que vous en tremblerez. Il suffit d'être accusé. J'ai été pris de cette Bishop avec le diable. Je les ai tous vus avec le diable. Des enfants égarés font teinter les clés du royaume et c'est la vengeance qui devient la loi. Je me sacrifierai par ma femme à la vengeance. Je ne voulais rien de semblable pour vous. Je vous voulais vous, c'est tout. C'est une putain de ce d'enfant. Elle pense danser avec moi sur la tombe de ma femme. Faut-il que j'ai perdu la tête? Regardez-moi. Et ne regardez que moi, les yeux dans les yeux. Maintenant, nous allons toucher le fond de ce bourbier. 20th Century Fox est fier de vous présenter, d'après Arthur Miller, l'éternel procès de la vérité. Proctor a-t-il jamais été un homme de bien? Jamais! Jamais! Ça suffit! La chasse aux sorcières. Je vous ai donné mon âme! Laissez-moi mon nom! Un film de Nicolas Eitner. Un scénario d'Arthur Miller. D'après moi, les oreilles de Christian oscillaient cette semaine. Je regardais pour aller faire un tour guidé à Boston pour cet automne, pour aller visiter aussi Salem. Beau hasard. Donc ce soir, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Les sorcières de Salem, Christian, seront le sujet et je suis tout oui. Oui, et je t'annonce déjà que si tu vas te balader du côté de Salem, et principalement durant la période de l'Halloween, tu ne seras pas déçu. C'est vraiment une ville qui a beaucoup capitalisé sur cette histoire des sorcières de Salem. Un peu partout, là, quand on est dans le vieux Salem, toutes les boutiques font toujours un peu référence à ce procès des sorcières, et même les voitures de police de la ville, l'écusson, là, l'effigie qu'ils arborent sur leur porte, c'est une sorcière sur un balai. Ah, c'est hot. Oui, donc tu vois un peu cette culture. C'est vrai qu'on a beaucoup capitalisé là-dessus, et pourtant c'est une page relativement sombre de l'histoire américaine, mais bon, on a trouvé le moyen de brûler au bûcher des femmes, là, basé sur des oui-dire, j'avoue. Oui, en fait, on les a pas brûlés. Hein. On va essayer aujourd'hui. C'est justement la raison pour laquelle on va en parler. On va essayer de séparer le mythe de la réalité. On vient d'entendre justement la bande-annonce d'un film de 1996 qui s'appelait The Crucible. En français, c'était La chasse aux sorcières. C'est une adaptation très très libre du procès des sorcières de Salem qui avait été fait par Arthur Miller. Et à partir de là, on a utilisé dans le langage populaire l'expression la chasse aux sorcières. Hein. Il y a eu le macartisme aux États-Unis où là, les gens qui avaient une voiture rouge ou les gens qui avaient les cheveux roux étaient tous des communistes. Alors là, on disait, écoute, c'est une chasse aux sorcières. Mais en fait, cette expression de chasse aux sorcières
Elle n'a pas été utilisée durant le procès des sorcières de Salem, mais elle a été utilisée par Arthur Miller dans sa pièce, qui a été éventuellement adaptée au cinéma. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, donc une des nombreuses adaptations, c'est pas la seule, mais c'est une adaptation de 1996 qui mettait en vedette Daniel Day-Lewis et Winona Ryder. C'est amusant parce que dans la bande-annonce, on dit Abigail Williams vous a accusé de sorcellerie, puis là l'histoire tourne autour d'une aventure qu'aurait eu un des fermiers locaux avec Abigail Williams. Ben, à l'époque, Abigail Williams avait 10 ans. Tu sais, fait que c'est peu vraisemblable. Tu sais. Donc, on fait comme quand on dit c'est une adaptation très libre, ben faut se rappeler de ça. Et effectivement, on tourne autour de l'affaire des sorcières de Salem ce soir. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Ben, tu auras compris qu'on est le jour des droits de la femme. Bien aujourd'hui. sûr. Alors, j'ai voulu choisir une histoire où, justement, les droits des femmes ont été bafoués, et c'est le cas avec les grands procès des sorcières. Il y avait déjà, en novembre 2019, j'ai vérifié mes éphémérides. En novembre 2019, avec Yannick Marceau, on avait fait une émission sur les chasses aux sorcières, mais de façon générale. On s'était pas arrêté, bien sûr. On avait évoqué par la bande cette histoire de sorcières de Salem, mais on avait parlé des grandes chasses aux sorcières qui ont surtout marqué l'Europe, et les gens souvent aussi confondent en disant c'est les chasses aux sorcières du Moyen-Âge. C'est pas vraiment au Moyen-Âge que les chasses aux sorcières ont lieu, c'est vraiment dans la première partie de la Renaissance. Okay. À l'époque du Moyen-Âge, la sorcellerie était reconnue comme un crime, mais c'était pas un crime qui était punissable de la mort, à moins dans des conditions extrêmes. Et souvent, on voit ça dans des films, c'est véhiculé dans des films. Encore, je me rappelle récemment avoir vu un film avec Nicolas Cage, qui était, je crois, La sorcière noire ou quelque chose comme ça, où on condamnait une sorcière à mort et on était en plein Moyen-Âge. Alors que c'est beaucoup plus tardif. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, là. Il y a eu des procès zélés au Moyen-Âge où des sorcières ont été accusées, reconnues coupables et exécutées. Mais il fallait vraiment, là, les quelques cas où il y a eu exécution du suspect ou de l'accusé, c'était vraiment des cas où il y avait eu, bien sûr, manipulation, trafic avec de sorcellerie, mais également on avait pactisé avec le diable. On en a déjà parlé ici à l'émission il y a quelques mois. On avait parlé de Gilles de Rais, ce maréchal français qu'on a suspecté d'avoir assassiné entre 150 et 2000 enfants et qui, avec une bande de sbires autour de lui, ça donnait à non seulement à des débauches sur des enfants qu'il assassinait, mais également tout ça se faisait dans un cadre rituel plus ou moins occulte de sorcellerie et de pacte avec le diable. Il faut se rappeler que dans le cas de Gilles de Rais, on parle ici d'un procès qui a eu lieu en 1440, donc on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, et ce qui a envoyé Gilles de Rais à la potence, ce n'est pas ses crimes de sorcellerie, ce n'est pas le fait d'avoir pactisé avec le diable. D'ailleurs, c'est assez amusant de souligner que le sorcier qui pactisait avec le diable aux côtés de Gilles de Rais a été simplement envoyé en prison. Il a été, lui s'est défendu en disant moi, les crimes d'enfants, je suis pas au courant de ça. Moi, je n'étais qu'un sorcier, je ne faisais que de la sorcellerie, je ne faisais que pactiser avec le diable. Et à l'issue de son procès, il a simplement été condamné à la prison. Donc, on le voit au Moyen Âge, les peines lorsque l'on s'adonnait à la sorcellerie, on avait plus de chances de finir ses jours dans un cachot que de finir au bûcher. C'est vraiment dans la première partie de la Renaissance où là, par une bulle papale, le Vatican va dire, voilà, on ne peut plus s'adonner à la sorcellerie, c'est vraiment un crime contre Dieu et c'est punissable de la mort. Et là, à partir de ce moment-là, il va y avoir cette terrible, entre guillemets, avant que ça existe, mais cette terrible chasse aux sorcières qui va s'appeler l'Inquisition, où tous les gens qui tiennent des discours qui vont à l'encontre des dogmes de l'Église, et c'est pas essentiellement sur la sorcellerie, on connaît tous les histoires, Galilée, Copernic et tous ces grands découvreurs de la Renaissance, dont quand ils ont commencé à dire, le monde est pas héliocentrique, c'est-à-dire le monde ne tourne pas autour de la Terre ou autour des hommes, on est, le
le soleil parce qu'on croyait à l'époque qu'on était le centre de l'univers, puisque Dieu nous avait créés comme ça, on était la création de Dieu, et Dieu avait placé autour de nous un entourage, mais on était au centre de ce monde. Et là, lorsqu'est arrivé ces grands penseurs, Copernic, Galilée, Newton, plus tardivement, où ils ont remis en question toutes ces notions, tous ces dogmes de l'Église, bien évidemment, ils ont été persécutés par l'Église pour crimes d'hérésie, hein, et c'est dans la même foulée, tous les gens qui pactisaient avec le diable, étaient accusés de s'adonner à la sorcellerie. Et pourquoi c'est une histoire qui, moi, me fascine beaucoup. Et je me rappelle à l'université, j'avais fait un mémoire sur ça. Ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est justement cet aspect féminin de la chose, hein. Les grands procès de sorcières, on a dit plein de choses autour de ça. Des mouvements féministes l'ont récupéré pour essayer de diaboliser davantage le rôle masculin, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai même lu quelque part, et puis d'ailleurs, quand j'avais fait l'émission avec Marceau, on avait reçu un historien justement des procès des sorcières, et lui aussi avait mis un sérieux bémol en disant que certains auteurs très féministes, hein, dans ces grands mouvements de féministes où là, on a l'impression qu'on dérape un peu, on avait dit, voilà, les grands procès de sorcières, c'était essentiellement parce que il y avait des femmes qui s'organisaient. Il faut se rappeler que le Moyen-Âge se termine avec la guerre de 100 ans, hein, qui a marqué la France, principalement la France et l'Angleterre. Et à partir de là, faut savoir que la guerre de 100 ans en France, qui n'a pas duré 100 ans, a duré 106 ans, là, même si on l'appelle la guerre de 100 ans, les gens... C'était pas une période où la guerre de 100 ans, les gens sont pas battus pendant 100 ans. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un combat un peu comme la Deuxième Guerre mondiale ou actuellement la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça, c'est sans relâche. C'est pas tout à fait ça. C'était des conflits qui opposaient principalement la France et l'Angleterre. Et là, il y avait des champs de bataille par-ci, par-là. On guerroyait, hein, un peu partout dans le royaume de France. On guerroyait. Et principalement le long de ce qui séparait la partie nord de la France, la Normandie, hein, parce qu'il y avait la Loire était un peu comme je pourrais dire une frontière. Hein, donc ce qui était au sud de la Loire était ouvertement un territoire français. Hein, ça appartenait aux Français, au roi de France, et on disputait la partie qui était au nord de la Loire et que là les Anglais réclamaient comme étant la leur. Et d'ailleurs à cette époque, la partie nord de la France, on les appelait les Bourguignons parce que eux étaient plus du côté de l'allégeance avec les Anglais, alors que les Armagnacs étaient plus au sud et eux faisaient allégeance avec la France. Donc c'est un conflit qui est assez compliqué, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a beaucoup durant cette grande période, bien sûr, les hommes allaient guerroyer, on s'engageait dans les armées du roi, et comme souvent lorsqu'il y avait ces grandes périodes de guerre, les villages étaient laissés au contrôle des femmes. Et bien sûr, dans certains cas, certaines de ces femmes ont commencé à imposer une forme de, j'allais dire un pouvoir, mais c'est plutôt une forme d'autorité. Hein? Donc des femmes se prenaient en main et là se développait une forme d'autorité. Et c'est vrai que dans certains cas, et on pense notamment à des procès qui ont eu lieu dans la région de Bordeaux qu'on appelait c'était le Labar à l'époque, il y avait on craignait bien sûr l'apparition de ces mouvements composés par des femmes, et là on se disait là il faut un peu étouffer ça parce qu'on n'a pas envie, on comprend que le pouvoir masculin qui contrôlait tout avait pas envie de commencer à négocier avec des villages contrôlés par des femmes. Donc c'est sûr que dans ces grands procès de sorcières, il y avait cette préoccupation-là, mais c'est faux de croire que c'était la motivation première. La véritable motivation, ça a pu servir. Hein, c'est un peu par la bande. Il y a plein de choses qui ont servi. Mais principalement, ce qui a motivé les grands procès ou les grandes chasses aux sorcières, c'est vraiment la peur du diable. Et on va le retrouver dans Salem. C'est pourquoi je prends quelques minutes pour bien placer le tableau. À l'époque, on a une vision très manichéenne du monde. Hein. Ce qui est bien, c'est Dieu. Ce qui est mal, c'est le diable. Ah, puis le diable, ça, c'est depuis quasiment la nuit des temps, hein, la part satanique. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette vision-là. Le diable, c'est les esprits, c'est malfaisant. Et tout ce qui nous arrive de mal, c'est à cause de ça. Ici, le mal se produit, c'est parce que, évidemment, dans une vision, faut quand même
se rappeler que les grands procès de chasse aux sorcières, ça touche l'Europe, hein, ça touche la France, ça touche l'Angleterre, ça touche l'Allemagne, ça touche les Pays-Bas. Ce sont des pays qui sont fondamentalement catholiques, hein, d'obédience catholique. Donc, dans la vision catholique, l'homme est un pécheur impénitent. Ici, il fait face à des tragédies, des drames, c'est parce que le diable, il a laissé entrer le diable, et le diable, il est le représentant, en fait, l'incarnation de ses propres péchés. Donc, il y a cette vision-là, on craint réellement le diable. C'est pas une peur fictive, c'est une peur qui est bien réelle, qui est ancrée chez les hommes et les femmes, cette peur que le diable soit présent. Et dans cette vision, lorsqu'il y a, par exemple, une inondation, lorsqu'une sécheresse ou des trucs comme ça, forcément, il faut que ce soit le diable. Dieu ne ferait pas ça. Hein? S'il y a une sécheresse, pourquoi faut-il que Dieu abatte un fléau comme celui-là sur nous? C'est parce qu'on était pécheurs, on a laissé entrer le diable, et voilà que le diable nous envoie des épreuves de cette façon-là. Donc, il y a cette vision-là, et dans cet élément-là, il y a aussi comme le diable, on le sent, il est là, il est omniprésent. On se dit que, encore une fois, dans cette idéologie-là du christianisme, le diable ne vient pas s'il n'est pas invité. Ça peut paraître étrange, là, mais il ne vient que sur invitation. Il ne faut pas inviter le diable. Et on retrouve aussi l'essence même de ce message-là dans une culture plus ésotérique, plus mystique. Aujourd'hui encore, hein, des gens vont dire, faut faire attention, si tu joues au Ouija, faut faire attention pour ne pas inviter des esprits malfaisants. On voit qu'on a encore un peu ce relent-là de cette culture, de cette mythologie de si le diable, il vient, c'est parce qu'on l'a invité. Et tu comprendras que à la Renaissance, même au sortir du Moyen-Âge et à la Renaissance, si le diable, il est là, on a invité le diable, c'est fondamentalement la faute des femmes. Parce que les femmes, ce sont des pécheresses. Ouais, les tentatrices. Les tentatrices, ce sont les filles d'Ève. Hein? Le péché originel, c'est elles qui ont invité Adam à manger l'arbre du fruit de la connaissance, qui n'était pas une pomme, hein? C'était l'arbre du fruit de la connaissance. Mais c'est quand même ces femmes qui ont tenté, qui ont été des tentatrices, comme tu dis. Et donc, on se dit, les femmes doivent être responsables. Et lorsqu'il va y avoir ces procès, c'est tout à fait vrai, on parle des grands procès en Europe, on n'a pas des chiffres précis, mais on a encore énormément de documents qui nous parlent de ces procès, des documents qui sont demeurés, des documents de procès, et on évalue grosso modo entre 100 000 et 200 000, c'est énorme, là, surtout si on considère la population de l'Europe à l'époque, entre 100 000 et 200 000 personnes qui auraient été exécutées. Et de ce nombre, tu auras bien compris que 90% de ces exécutions concernaient des femmes. C'était elles les tentatrices, donc elles étaient les premières visées. Et évidemment, il ne faut pas minimiser le fait que derrière ça, il y avait un pouvoir masculin, et que le pouvoir masculin, qui même si sa peur première était la peur du diable, bien sûr, le fait d'exécuter des femmes permettait plusieurs exécutoires. C'était des exutoires pour certaines choses. Hein. Je pense par exemple, dans un premier temps, involontairement ou volontairement, on a étouffé des mouvements féministes avant l'heure dans l'œuf, hein, avant que ça prenne trop racine. Dans un autre côté, il faut se rappeler que dans cette période du Moyen-Âge, c'est assez curieux la façon dont les sociétés vont évoluer de manière cyclique, hein, alors que quand on pense dans la Rome antique, c'était une période, la Rome antique et la Grèce antique, c'était une grande période de débauche et de liberté sexuelle, c'était épouvantable. Ouais, c'était très décomplexé, hein, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, et là tout d'un coup on arrive avec le christianisme, tout ça, dans le haut et le bas Moyen-Âge, hein, on devient excessivement pudique et tout, c'est très caché. Et lorsqu'arrive la Renaissance, il faut savoir que dans l'Europe, on n'était pas autorisé à voir le corps des femmes nues à la lumière. Donc, généralement, toute relation sexuelle se faisait dans l'obscurité, donc on ne voyait pas le corps nu des femmes. Lorsqu'il va se produire ces grandes chasses aux sorcières, on
va s'autoriser, ce que l'on ne faisait pas avant, on va s'autoriser à des libertés, et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on a appelé le stigma diaboli. On dit que les femmes qui sont des pécheresses, qui s'adonnent au culte du diable, doivent avoir sur elles une marque qui les associe au diable. Et quand on parle d'une marque, tu auras compris que n'importe quelle marque est bonne. Un grain de beauté, une cicatrice, n'importe quoi, ça devient la marque du diable. Donc, on s'autorise à la lumière. Donc là, évidemment, il y a une forme de perversion. On s'autorise, les juges s'autorisent à déshabiller des femmes et à inspecter l'anatomie féminine sous toutes ses coutures pour s'assurer qu'il n'y a pas une marque du diable. Bien sûr, à travers ça, il faut savoir qu'on a une culture qui est bien réelle de cette peur du diable. On a même deux exégètes ont d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle Le marteau des sorcières, qui est le Malleus Maleficarum, qui est le livre de chevet de tous les inquisiteurs qui chassent les sorcières. Et c'est un peu le mode d'emploi. Si une femme a telle ou telle caractéristique, femme ou un homme, peu importe, mais s'il a telle ou telle caractéristique, on doit le suspecté de pactiser avec le diable. Donc, on a ces éléments-là qui existent. Mais évidemment, en même temps, à travers cette littérature, ces abécédaires pour essayer de mieux comprendre toute cette culture du diable, quelque part, il y a des pouvoirs politiques, il y a des pouvoirs pervers, des pouvoirs sexuels qui vont s'exécuter, qui vont même plus que s'exécuter, qui vont trouver un exutoire à travers tout ça. Cela étant dit, ça nous amène à nos chasses aux sorcières à Salem. C'est un cas très particulier, Salem, parce que Salem ne s'inscrit pas exactement dans la même mécanique que les chasses aux sorcières qui vont se produire en Europe. Alors qu'en Europe, c'est la peur du diable qui se manifeste en premier. Et la peur du diable, elle est liée à des situations, soit des épidémies. On se rappelle la peste noire, notamment, qui a ravagé l'Europe. Donc, des grandes périodes d'épidémies, des périodes de sécheresse, des périodes d'inondation. Dans le cas de la chasse aux sorcières à Salem, c'est plutôt la rivalité d'abord, on a un contexte religieux très important. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Massachusetts, on est au 17e siècle, les procès des sorcières, l'affaire de Salem, appelons-la comme ça, va débuter en 1692. Et donc, à cette époque-là, on est la fin du 17e siècle. Le Massachusetts est aux mains des puritains. Donc, les puritains, ce sont des communautés fondamentalistes religieuses, très refermées sur elles-mêmes. Même à ce moment-là, le gouverneur de l'État est lui-même un puritain. Et il y a deux villes qui s'opposent. Il y a ce qu'on appelle Salem Town, la ville de Salem, et il y a le village de Salem, Salem Village, qui est aujourd'hui la ville de Denver. Donc, à cette époque-là, c'est Salem Town et Salem Village. Et comme Salem Town, qui est la ville de Salem aujourd'hui, elle est plus proche. Bon, d'abord, il y a une rivalité entre les deux, comme c'est très souvent le cas, même dans des petites localités. Si on prend par exemple Québec, Québec et de l'autre côté de la rivière Sainte-Foy, il y a une rivalité qui existe. Et c'est vrai également à Montréal, par exemple, Montréal, la Rive-Sud, il y a une rivalité. Mais la vôtre est beaucoup plus prononcée d'ailleurs. J'ai jamais compris. Oui. Ouais, c'est vrai que... Rive-Nord, Rive-Sud. Moi, j'ai une amie qui habite sur la Rive-Nord et qui regarde de haut la Rive-Sud. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, et puis à Montréal, là, c'est moins parce qu'on a commencé à manquer de codes téléphoniques. Mais à l'époque, les gens de Montréal, quand tu disais, on te demandait ton numéro de téléphone, puis tu commençais avec 450. Tu voyais, il y avait comme un recul. Oh, tu vis dans 450. Pour les plus vieux, là, dans les années 80-90, il y avait même une série à la télé qui s'appelait 450, où on se moquait, c'est une comédie. Avec François Mascotte. Voilà, et on se moquait un peu des gens de la Rive-Sud. C'est ça, c'était comme une espèce de clin d'œil satirique sur les gens de la Rive-Sud, les gens qui vivent dans le 450. Donc, on voyait cette rivalité-là. Bien sûr, c'est normal, on retrouve ça un peu partout. Et dans le cas de Salem, on retrouvait ça. Ce qui était particulier dans le cas de Salem, donc que ce soit le village de Salem ou la ville de Salem, les deux étaient contrôlés par des puritains.
Donc évidemment très fondamentalistes, et ce sont des sociétés qui cherchent beaucoup à une satisfaction partout. Donc on doit se satisfaire au niveau des nourritures, on doit se satisfaire au niveau de nos commerces entre nous là. Il y a une autogestion de la communauté et le moins possible faire affaire avec l'extérieur. Mais Salem Town, qui est la ville de Salem aujourd'hui. Là, je veux pas trop rentrer dans les détails, puis je veux pas que les gens se perdent là-dedans, mais c'est bien important de comprendre que cette rivalité-là, d'où elle vient, la ville de Salem, comme elle est plus proche du port, là, c'est une ville d'ailleurs qui est portuaire, Salem. Si tu y vas, tu vas voir que c'est sur le bord de mer. Okay. La ville de Salem, elle est plus proche de Boston. Donc, on fait plus affaire avec la ville de Boston. Donc, on a de meilleures ententes commerciales. Et la ville de Salem, je dirais, connaît un meilleur succès. Hein? On reste aux mains des fondamentalistes, on essaie le moins possible d'entretenir des échanges commerciaux avec d'autres communautés, mais peu à peu, avec le temps, la proximité de Boston a fait que la ville de Salem a développé des échanges et elle se porte relativement mieux que le village de Salem, qui est la ville de Denver aujourd'hui, qui elle se trouve beaucoup plus dans les terres. Donc, on est dans une région beaucoup plus rurale, loin de la ville, loin du diable, hein, parce que les villes, c'est le diable. Alors, on se dit, bon, on est plus loin du diable. Donc, on a une ville de Salem qui est plus libérale. On reste fondamentaliste, mais on est plus libéral, alors que le village de Salem, plus rural, lui, est beaucoup plus conservateur. Et donc, là, il y a ce bras de fer. Hein, on se dit, ben là, voilà, le diable est en train d'entrer dans la ville de Salem. Ils font du trafic avec Boston. Peu à peu, ils vont se laisser envahir. Ce sont des pêcheurs. Donc, tu vois un peu ce discours-là qui se tient, alors que la ville de Salem, eux, disent, ben voilà, si ça va pas bien du côté du village de Salem, ben c'est parce que ce sont des gens qui sont un peu attardés, qui ne développent pas des commerces, etc. Parce que sans mettre en cause ou remettre en question notre foi ou notre dévotion religieuse, ça ne nous empêche pas de développer des échanges commerciaux avec d'autres communautés. En fait, c'est ça le but, hein, pour rester en vie d'habitude. C'est pour être prospère, c'est ça qu'on fait. Et donc, on est exactement dans cette situation-là. Et au moment où le procès des sorcières de Salem va débuter, on vient de nommer, hein, il y avait un révérend dans la ville de Salem, mais là, le village de Salem veut avoir son propre révérend. Donc, elles vont nommer un révérend qui s'appelle Samuel Parris. Et Samuel Parris, c'est un individu qui est très zélé, hein, sur le plan religieux, très zélé. Un individu également qui est très envieux. Hein, tu sais, dans la Bible, il y a un commandement, il dit, tu n'envieras pas les biens des autres ou la femme de ton prochain, mais dans le cas de Samuel Parris, lui, il est né, comme on dit, coupable d'envie, envie de tout, okay. Il croit que tout lui est redevable. Et en même temps, là, on a déjà bien établi les deux positions du village de Salem versus la ville de Salem. Le village de Salem conservateur, la ville de Salem plus libérale, donc plus proche du diable. Et à travers ça, il y a cette peur constante qu'on soit victime d'une attaque des Amérindiens. Hein, et on a, grosso modo, on peut dire que toutes les années, à peu près, des parties de la ville sont incendiées, notamment par des raids qui sont commis par des communautés autochtones locales. Donc, il y a toujours cette peur omniprésente de la présence des Amérindiens. Donc, on est dans cette situation-là. On est à la fois sur des mésententes commerciales entre les deux villes de Salem, une qui dit on doit en faire et l'autre qui dit qu'on doit pas le faire. On est également dans des mésententes religieuses, parce que l'une dit si on fait commerce, on transgresse nos propres lois ou nos propres règles, nos dogmes religieux, alors que l'autre ne le dit pas. Et ensuite de ça, les deux communautés vivent dans cette peur d'une attaque éventuellement des Amérindiens. Et puis voilà qu'à l'automne 1692, donc on est déjà là un peu éloigné de cette vision des grands procès de sorcières qui vont avoir lieu en Europe.
Ce n'est plus, il y a cette peur du diable, mais elle est plus localisée. C'est pas une peur généralisée du diable à cause d'un événement qui affecte tous les gens de la société. C'est vraiment une rivalité entre deux communautés. Et là, à l'automne 1692, il y a 3 fillettes du village de Salem, donc le village conservateur, qui commencent à présenter des troubles de comportement. Donc elles parlent, soi-disant, une langue inconnue, elles traînent les pieds, ont des convulsions, des hallucinations. Et parmi ces fillettes, il y a une certaine Abigail William et Betsy Paris et une autre qui s'appelle Anne Putnam. Mais tu auras bien compris que Abigail William et Betsy Paris, je l'ai mentionné le révérend Samuel Paris, Betsy Paris, c'est la fille du révérend et Abigail William, c'est sa nièce. Okay. Donc, on est dans l'univers propre on tourne autour du révérend. Et donc, elle commence à avoir des comportements étranges. Le révérend Paris va demander à un médecin de voir les filles, pourquoi elles ont ces comportements. Et ce sont des filles. Quand je dis des filles, on s'entend, là, contrairement à la bande-annonce qu'on a entendue où une femme avait eu une liaison avec un des fermiers. Ici, on parle de fillettes qui ont 9 et 10 ans, là, à peu près. Donc, elles ont ces comportements et on va appeler à leur chevet un médecin qui, lui, n'arrive pas à trouver pourquoi ces jeunes femmes, ces jeunes filles ont ces comportements. Il conclut qu'elles ont probablement été envoûtées, sinon peut-être possédées par le diable. Évidemment, la médecine de la fin du 17e siècle, c'est pas la médecine de 2023, là. Donc, on fait des saignées, Généralement, quand les gens sont malades, on fait des saignées. On met des suces un peu partout sur le corps avec des bouteilles, on chauffe le fond de la bouteille, on tire un peu du méchant, puis on se dit, il va aller mieux. Ouais. Ouais. Un peu comme le principe là, des ventouses dans un dos, là? Oui, exactement. Donc, on fait une coupure, là, on coupe une personne, on place une espèce de ventouse en verre, c'est un tube de verre qu'on chauffe, là, évidemment, ça crée une espèce de succion et ça tire le sang. Et là, on se dit, là, la personne, parce qu'on croit à ce moment-là que le sang, c'est le vecteur de la maladie. Toutes les maladies, le seul vecteur, c'est le sang. Donc, si on enlève du sang. Puis dans certains cas, bien sûr, ça peut fonctionner, mais bon, on sait aujourd'hui que le sang n'est pas le seul vecteur des maladies. Non, et la statistique de gens morts au bout de leur sang doit être assez aussi impressionnante. Puis on rationalise, le médecin dit, si j'ai pas réussi à le guérir, c'est pas parce que je suis un mauvais médecin, c'est parce que Dieu l'avait rappelé à lui. On trouve toujours le moyen de rationaliser. Et donc là, comme les médecins disent, voilà, peut-être qu'il y a un ensorcellement, peut-être qu'elles sont possédées par le diable. On questionne les filles et puis éventuellement les filles vont dire que tout ça a commencé parce qu'elles ont été initiées à l'art de la divination par une certaine Tituba. Et Tituba, c'est une esclave qui travaille pour le compte du révérend Paris. Ici, les historiens ont une ambiguïté. Dans certains récits, et si on regarde les procès, on décrit généralement Tituba comme une femme à la peau basanée, ce qui a amené à croire qu'elle était probablement une esclave qui avait été ramenée des Caraïbes durant le trafic de l'esclavage sur des négriers. Et on sait que le port de Boston était un des ports importants pour la réception des négriers. Mais aujourd'hui, beaucoup d'historiens qui se sont repenchés plus récemment sur cette histoire croient que Tituba pourrait simplement être une Amérindienne. Il y avait également beaucoup d'Amérindiens qui finalement devenaient à la charge, devenaient les esclaves de maîtres blancs. Donc il n'est pas interdit de croire. Puis même je te dirais que aujourd'hui le sentiment général, parce que c'est triste, parce que si tu vas à Salem, tu te dis mon Dieu, à toutes les fois tu vois des représentations de Tituba, ils ont même un musée où on voit des scènes, et Tituba est toujours représentée comme une femme afro-américaine, une noire qui a été amenée dans la région de Boston sur des négriers, alors qu'aujourd'hui les historiens sont davantage d'avis qu'il devait s'agir d'une Amérindienne. Mais ça reste une ambiguïté, mais néanmoins il faut considérer que dans notre histoire, Tituba, c'est une étrange. Ouais, tu comprends? Donc, c'est une étrange. Elle a des mœurs étranges, elle a des façons elle a une philosophie qui est étrange, qui est pas fondamentalement celle qui est véhiculée dans les mécanismes chrétiens religieux. Donc, les filles disent, voilà, tout ça a commencé lorsque Tituba nous a initiés à l'art de la divination. Et l'un des arts divinatoires, c'était
Mais tu sais, je pense qu'il faut pas voir quelque chose de drame. Et aujourd'hui, on raconte ça, puis ça paraît tellement ridicule. Mais tu sais, Tituba a montré aux fillettes qu'un des jeux, parce que même si on est avec des fillettes de 10 ou 11 ans, il y a quand même cette préoccupation, parce qu'à l'époque, on était très précoce. Les jeunes filles se mariaient souvent à 14, 15 ans. Et déjà à 16 ou 17 ans, avaient déjà des enfants. C'était un peu jeune, mais quand même. Oui, autre époque, autre mœurs. Et donc, les jeunes filles sont intéressées. Est-ce que je vais trouver un mari? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que ce sera un bon mari? Est-ce que ce sera un mari riche? On se pose ces questions-là, même si ce sont des fillettes de 10 ou 11 ans. Et un des trucs que leur a enseigné Tituba, peu importe qu'elle soit afro-américaine ou qu'elle soit amérindienne, l'un des trucs était de prendre un œuf et on le brise dans l'eau. Et au moment où l'œuf se place dans l'eau, ben évidemment, la partie plus gélatineuse de l'œuf va créer comme une forme d'image. Et là, on lit cette image-là. C'est un peu comme d'autres vont dire, ben moi, je lis dans les feuilles de thé. Est-ce que les feuilles de thé, la façon dont elles vont se déposer dans la tasse, vont donner des révélations sur l'avenir? Dans le cas de Tituba, c'est l'histoire de l'œuf. Donc, les jeunes filles racontent qu'elles ont été initiées à Tituba dans l'art divinatoire et qu'elles ont appris à utiliser cette technique de l'œuf qu'on met dans l'eau. Donc, là, on vient de trouver la cause. C'est ça, c'est Tituba, une étrange, qui a initié ces jeunes filles à l'art divinatoire, et on a ouvert la porte au diable, et voilà, pour utiliser une expression bien de chez nous, le diable est dans la cabane. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Elle est tente. Voilà. Et là, très rapidement, cette rumeur que des jeunes filles sont possédées ou ensorcelées dans le village de Salem parce qu'elles ont été initiées à l'art divinatoire, ça se répand dans toute cette région-là de la Nouvelle-Angleterre. Là, presque tous les villages ont cette peur qu'il y ait des ensorcellements, qu'il y ait des possessions diaboliques, mais rien ne deviendra aussi important que cette rivalité entre les deux villages de Salem. Donc, ça se répand et curieusement, on va prendre Tituba qui sera bien sûr accusée de sorcellerie et là, on la questionne et éventuellement, à force de questionner et de torture, la pauvre Tituba comprend bien qu'elle doit donner des noms si elle veut éviter que les tortures se poursuivent parce que bien sûr, au départ, elle nie son implication, ça fait même pas partie de ses obédiences religieuses de croire au diable. Mais là, finalement, on commence à donner des noms et les fillettes aussi en donnent des noms. Et curieusement, tous les noms qu'on donne, c'est toujours des gens qui sont dans la ville de Salem, la ville d'à côté. C'est jamais des gens du village. Parce que pourquoi? La ville de Salem, c'est la ville pécheresse. C'est eux qui trafiquent avec Boston. Ils ont ouvert la porte au diable. Fait que quand on commence à questionner les fillettes, elles disent, oui, il y a une certaine Sarah Good que j'ai vue, que j'ai vu à des pactes avec le diable. J'ai eu aussi l'apparition d'une autre, une Sarah Osborne. Je l'ai vue également avec Tituba. Donc, on donne des noms. Et contrairement un peu à l'image que l'on se fait, ces gens-là ne sont pas toutes des femmes avec le nez crochu, désœuvrées. Au contraire, dans les accusations qui seront portées, c'est les accusateurs sont principalement, tu l'auras compris, du village de Salem, la pure, la conservatrice, et les accusés sont pratiquement tous des gens de la ville de Salem, la pécheresse. Et là, donc, les accusations se multiplient, et là, aux trois premières fillettes, Abigail Williams, Betsy Paris et Anne Putnam, qui avaient commencé à accuser, ben là, d'autres fillettes commencent à développer des comportements anormaux, exactement comme elles. Elles se mettent, elles aussi, à prétendre qu'elles ont des hallucinations, elles ressentent des picotements partout dans leur corps, elles tombent sur le sol, ont des convulsions, et durant ces transes, disons-le comme ça, elles accusent, elles donnent de nouveaux noms, et toujours des noms de gens qui viennent de la ville de Salem, alors que elles viennent tous du village de Salem. Et là, peu à peu, on voit le nombre d'accusés qui est de plus en plus dans le collimateur des autorités, et les premiers procès, en fait, les premières accusations officielles sont portées le 1er mars 1692. Donc là,
oui, c'est ça. Donc, tantôt, je te disais à l'automne 92, c'est à l'automne 91. Donc, les premières, c'est au moment où le phénomène commence. Les premières accusations sont portées le 1er mars 1692 et les 3 premières femmes accusées, Sarah Good, Sarah Osborne et Tituba, bien sûr, cet étrange qui a initié les jeunes filles à l'art divinatoire. Et là, les accusations se multiplient et c'est assez étonnant parce que dans ces accusations, ben, on tombe sur à peu près n'importe qui, n'importe quel nom tombe sur la liste et des gens de tout acabit, des gens de toute obédience et des gens de tout âge. Hein. On a des femmes de 60 ans, on a des femmes de 20 ans. On accuse même à un moment donné une fillette entre en transe et elle accuse que une des sorcières qu'elle dit avoir vues en songe était Dorothy Good, la fille de Sarah Good, mais elle a seulement 4 ans. Fait qu'on, ça peut paraître un peu curieux, une sorcière de 4 ans, mais bon, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça l'a été retenu? Oh oui, absolument. On retient ça. Oui. Oh my God. Et là, il faut savoir que à ce moment-là, la ville de le village de Salem et la ville de Salem n'ont pas une législature qui leur permet de tenir des procès. Mais rapidement, on va se donner ce pouvoir-là et un tribunal est mis en place par souci de transparence dans la ville de Salem. Donc, c'est assez curieux. Les accusateurs sont du village de Salem, la conservatrice. Les accusés sont de la ville de Salem, la pécheresse. Et le tribunal se tient dans la ville de Salem, la pécheresse. Donc, ça peut être curieux, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et là, les procès débutent en mai. On s'est donné les outils légaux, judiciaires, pour pouvoir mener ces procès. Et les premières personnes accusées, ben évidemment, c'est les premières qu'on avait placées en prison. Entre-temps, l'une d'entre elles, Sarah Osborne, elle est décédée dans son cachot, dans sa geôle. Sarah Good, elle, qui avait été arrêtée alors qu'elle était enceinte, a donné naissance à une fillette en prison. Donc, ce sont les premières personnes accusées, et bien sûr, Tituba. Et là, ce qui les menace, il est clair, c'est la torture et au moment on lui dit, on vous torture, vous devez reconnaître votre allégeance au diable, la pratique de la sorcellerie, et avec qui avez-vous pactisé d'autres? Et très rapidement, on comprend que si on donne des noms, et dans les cas de procès de sorcières de Salem, tous les accusés seront reconnus coupables, tous. Il y aura, sauf une où là, les accusateurs vont se rétracter. Celle de 4 ans. Celle de 4 ans sera pas exécutée, je te rassure. Okay. Mais bon, les accusateurs vont se rétracter, mais tous les autres accusés seront tous reconnus coupables. Tous. Et ceux qui donnent des noms, on comprend vite la mécanique. Si tu donnes des noms, tu es condamné à la prison à perpétuité. On t'envoie dans une cellule, puis tu vas passer le restant de tes jours. Mais si tu refuses de donner des noms, ben tu es simplement envoyé à la potence. C'est un collabo. Ouais, dans le cas des procès des sorcières de Salem, et tous les procès de sorcellerie, il y en a eu quelques-uns en Amérique, rien de semblable à Salem, mais dans le cas des procès en Amérique, il n'y aura pas d'exécution sur des bûchers. Hein? On passe à la pendaison, comme les Britanniques d'ailleurs. En Angleterre, les grands procès de sorcières en Angleterre, les femmes terminaient au bout d'une corde. Il n'y avait pas de bûcher, comme dans le cas en Amérique. Donc, c'est tous les accusés, on comprenne le truc. Si tu donnes des noms, ben on va arrêter de te torturer puis on va te jeter en prison. Si tu donnes pas de nom, on va continuer à te torturer puis éventuellement tu vas finir au bout d'une corde. Donc là, tout le monde dénonce tout le monde. Non, c'est bien facile. Et les juges vont et parmi les accusateurs, les principaux accusateurs, ça reste une poignée d'adolescentes. Hein? On est en présence d'une vingtaine d'adolescentes qui commencent à dire c'est lui, c'est elle, c'est lui, et on croit ça. Et les juges autorisent 2 preuves, ce qu'on appelle la preuve spectrale et le stigma diaboli. Donc, il y a cette fameuse marque sur le dos, sur le corps de la sorcière, qui montre qu'elle est une sorcière. Mais tu sais, toute personne qui se déshabille, si on analyse chaque centimètre de notre corps, on va bien trouver un grain de beauté, une tétine, quelque chose. Là, les taches de naissance. Ben oui, c'est ça. Donc, on va toujours trouver quelque chose. Et on reconnaît également la preuve spectrale. Donc ça, la preuve spectrale, imagine-toi le procès, et là, on demande à une des fillettes, es-tu sûr que Sarah Good était une sorcière? Et là, la fillette se jette à terre en tremblant, puis elle dit, oui, je vois un esprit
qui me pointe du doigt Sarah Good. Et on accepte ça comme une preuve. Hein? La fillette en transe a vu un ange, a vu une entité visiblement divine qui lui a pointé du doigt la coupable et c'est suffisant pour envoyer la coupable à la pendaison. Et mettons trans entre guillemets là-dedans, là, il y a beaucoup de show, là. Ah ouais, absolument. Donc les sessions, hein, les procès, on a l'impression que ça va perdurer pendant très longtemps, mais en fait ça va perdurer à peu près pendant 6 mois et il y aura comme 4 ou 5 grandes périodes d'exécution. Hein. Les procès eux-mêmes se tiennent une fois par mois. Donc la cour se réunit une fois par mois, on accueille les sorcières, il y a le procès, et là on fait des procès collectifs. Là. Aujourd'hui, on en a une dizaine là, qu'on a reconnu coupables, parfait. Il y en a 5 qui s'en vont en prison, 5 qui vont aller à la potence. Et là, après ça, c'est le mois suivant. Et comme je l'ai mentionné, tous les accusés, peu importe leur plaidoyer, sont toujours reconnus coupables, mais tu vas vivre si tu donnes des noms et tu vas finir au bout d'une corde si tu refuses de donner des noms. Et à l'issue de ces procès, donc, le dernier procès des sorcières, la dernière exécution des sorcières de Salem va se tenir, une pendaison collective. On en parle tout le temps 4-5 du coup. La dernière séance de pendaison, c'est le 22 septembre 1692. Et de l'ensemble de ces procès, il y aura eu 19 exécutions. De ces 19 exécutions, il y a 18 qui ont été pendus et une personne qui a été écrasée à mort. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Gilles Corré, qui avait 80 ans. Et Gilles, son épouse avait été accusée de sorcellerie et on avait demandé à Gilles Corré de reconnaître que sa femme était une sorcière. Il a refusé. Et donc, le châtiment qu'on avait réservé à Gilles Corré, c'est on plaçait sur lui une grande planche de bois, comme une porte, et on plaçait des pierres. Et au fur et à mesure où on plaçait des pierres qui entraînaient évidemment l'étouffement, la torture devenait tellement difficile qu'on espérait que Gilles Corré livre finalement un témoignage en disant « Oui, j'ai vu ma femme pactiser avec le diable. » Ça, c'est pas... C'est encore plus trash que je pensais, parce que moi, quand tu me dis écrasement, je sais quoi, il se faisait piétiner par des chevaux ou... Non, c'est une mort plus lente, roche oui. par roche. Et finalement, Gilles Corré est décédé écrasé, sans jamais accuser sa femme d'avoir pactisé avec le diable. Néanmoins, sa femme a quand même été reconnue de sorcellerie et elle a été pendue. Okay. Il y aurait eu donc 18 personnes qui auront été pendues, une personne qui aurait été écrasée par des pierres. De ce nombre, et il y a eu 5 hommes et 14 femmes qui ont été exécutés, donc majoritairement des femmes, tu l'auras bien compris. Et les procès des sorcières de Salem vont s'arrêter en octobre 1692, parce que le nouveau gouverneur, William Phips, il y a eu quand même de la pression de la part de magistrats à Boston, qui commencent à trouver ça un peu alarmant, ces histoires, parce que on n'est pas encore à l'ère de l'Internet, on n'a pas les médias sociaux, mais la rumeur court. Il y a ces procès qui se tiennent à Salem, ces gens qui sont pendus. Cette histoire, on est quand même pratiquement au siècle des Lumières. On commence à se réveiller. Là, en Europe, on commence à voir des penseurs. Même d'ailleurs en France, on a à peu près abandonné les procès de sorcières. C'est assez étonnant parce que alors que les procès de sorcières tirent à leur fin en Europe, il y a cet épisode des sorcières de Salem en Amérique. Et là, des gens commencent à se poser la question, est-ce que c'est réellement vrai, cette histoire de sorcières, ou est-ce que les gens qu'on accuse de sorcellerie, est-ce que ce sont simplement des gens qui s'adonnent un peu à l'herboristerie, qui connaissent un peu le pouvoir des plantes, là, ce genre de trucs-là, ou est-ce que ce sont pas des gens simplement qui sont des malades mentaux, qui croient être capables de pactiser avec le diable? Donc, on commence à remettre en question ça. Et William Phips, donc, il y a cette pression de la part de Boston, mais en même temps, on accuse sa femme d'être une sorcière. Donc, il apprend ça. Des gens, des accusateurs au village de Salem ont pointé du doigt la femme du gouverneur qu'on dit avoir vu dans un songe. C'est souvent ils les voient pas physiquement, ils les voient dans des songes. Un songe, un rêve, là? Un rêve, oui, il le voit en rêve. Oui, il n'y a jamais donc une vision claire. Je sais pas, je suis allé dans le bois et j'ai été témoin de sabbat. Non. J'ai eu un songe et dans ce songe,
mensonge. Les sorcières se déplaçaient en volant sur des balais, ils pactisaient avec le diable, et là, il y a des récits qui sont fantastiques, des diables avec des pénis en acier qui font 1 mètre de long. Vraiment, c'est obsession phallique, hein? Écoute, c'est des visions absolument étonnantes. Et là, quand on accuse la femme du gouverneur, qui est une femme excessivement pieuse, qui est impliquée dans plein d'œuvres caritatives, on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Et là, le gouverneur prend soudainement réalité que tout ça est de la foutaise. Et là, il demande à ce que les procès des sorcières de Salem soient suspendus. Il n'est pas question qu'on condamne d'autres personnes et qu'on procède à des exécutions. Et à ce moment-là, il va demander à d'autres magistrats de prendre la chose en main. Et très rapidement, on va découvrir que tout ça n'existe pas. Et éventuellement, toutes les sorcières de Salem, qui étaient sorcières et sorciers, mais encore une fois majoritairement des femmes qui étaient dans des geôles, elles seront toutes libérées et exonérées. Avec le temps, elles seront exonérées des crimes qui leur ont été reprochés. La dernière, tu vas me dire, ça a pris du temps, là, mais majoritairement, la plupart, dans les 3 années qui ont suivi la fin des procès, elles avaient été lavées de tout soupçon et de toutes les accusations, mais certaines ont mis plus de temps à être réhabilitées, et la dernière sorcière de Salem a été réhabilitée en 2022. Et pourquoi en 2022? Parce que c'était une jeune femme qui avait pas de parents et elle avait pas d'enfants non plus. Donc, il fallait, pour être réhabilitée, que les gens de la famille signent un acte en disant cette personne-là n'est pas coupable. Ouais, j'avais vu cette nouvelle-là passer. Et comme elle avait pas de parents autour d'elle, personne n'a signé ces actes-là, hein, l'acte de libération, si on peut dire, et elle n'a donc été jamais libérée de ces accusations de sorcellerie. Et on le doit à des étudiants du secondaire qui ont été entraînés dans un projet d'histoire avec un de leurs professeurs, et ils ont fait pression sur ils ont adressé une lettre au gouverneur, et là c'était bien sûr simplement une technicalité. Donc la dernière sorcière de Salem a été réhabilitée en 2022. La grande question que l'on se pose aujourd'hui, on sait bien que tout ça était faux, hein, que les accusations, d'abord il y avait cette rivalité entre les deux villages, un qui se considérait plus conservateur et l'autre qui était considéré un peu comme dans l'antichambre du diable, donc il y avait cette rivalité-là. On avait une guerre de clochers, on avait une imagination fertile à créer des contes, donc j'ai l'impression que tout ce qu'on entend des sorcières n'est basé que sur des songes, comme tu as dit. Oui. Tout ça, heureusement, Christian, ça me soulage. Ça a duré à peu près 1 an ou 18 mois, gros maximum. Et mais il y a des choses là-dedans qui sont tout à fait fascinantes, parce que au-delà il y a des éléments d'ordre sociologique, d'ordre économique, d'ordre socio-politique, si je pourrais dire, en toutes ces rivalités-là. La peur d'une éventuelle attaque des Amérindiens faisait que les gens avaient peur. On vivait continuellement dans un état de peur, et les sorcières de Salem permettaient ça servait un peu d'exutoire à cette peur qu'on puisse être attaqué. Mais quand même, ça n'explique pas tout. Quand on relit aujourd'hui les procès des sorcières de Salem, qui sont conservés au musée Peabody à Salem, si tu y vas, tu peux demander. D'ailleurs, c'est là qu'on a retrouvé, il y a quelques années, la cage de la Corriveau, qui est maintenant retournée à Québec, mais elle était conservée au musée Peabody de Boston. Ah, tu me donnes le goût ce soir, c'est officiel. Ouais. Même un auditeur qui a dit, moi, je suis déjà allé aussi, fait que, Et au musée Peabody, moi, je suis allé à quelques reprises, j'ai passé des journées entières à revoir les minutes des procès des sorcières de Salem. Et ce qui a frappé les historiens, comme moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces éléments-là, on peut attribuer beaucoup à la population et aux croyances locales. Mais en même temps, quand on lit certains comptes rendus, il n'y avait pas que les enfants qui étaient aux prises avec des hallucinations, avec des crises, par exemple, des convulsions ou des sentiments de picotement ou d'hallucination. Il y avait également, apparemment, les animaux. Et là, tu dis, bon, OK, les animaux ne peuvent pas avoir été contaminés par la croyance des gens, là. Donc, les gens ont rapporté que leur bétail aussi, parfois, entrait dans des convulsions, tombait malade. Et là, on accusait, bien sûr, la sorcellerie et la présence du diable. Donc, à travers... Et c'est pour ça que tu peux pas trouver une seule explication aux sorcières de Salem. Et ce qui fait
à mon avis, que cette histoire-là est probablement le procès de sorcière le plus fascinant de l'histoire. Parce que au-delà des causes sociopolitiques, au-delà des causes sociales, il est possible que dans ce cas-là en particulier, il y a eu une cause médicale. Et cette cause médicale, c'est l'ergot de seigle. Il faut savoir que à cette époque, on cultivait le seigle, on est dans des communautés fermées et principalement, il faut se rappeler, principalement le village de Salem, village beaucoup plus rural, beaucoup moins ouvert avec des échanges commerciaux avec Boston, et beaucoup plus autosuffisant. Donc, on a nos propres cultures, on fait notre propre blé, on fait notre propre pain, on refuse d'acheter de l'extérieur, et éventuellement, il y a un parasite du seigle qui s'appelle l'ergot, qui est un champignon, et si on le consomme, ça peut entraîner des empoisonnements, et ces empoisonnements, dans l'ergot de seigle, il y a des substances hallucinogènes, psychotropes, qui sont proches du LSD. Et si on les consomme, s'il y a un emploi... Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fois dans la consommation humaine? Rappelle-toi que tous les gens qui vont être les accusateurs, ou principalement les accusateurs, qui vont vivre ces états de convulsion, d'hallucination et autres, ce sont des gens qui viennent du village de Salem, du village rural, du village isolé, du village conservateur, du village autosuffisant. Ils s'empoisonnaient peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de commun à la nourriture, aux animaux et aux humains? C'était le seigle. On utilisait le seigle, bien sûr, dans les céréales, dans les pains, mais on utilisait également le seigle dans la nourriture animale. Donc, les animaux devenaient empoisonnés au seigle, ce qui explique pourquoi certains d'entre eux entraient dans des états de convulsion. Et dans le cas des humains, on s'empoisonnait également au seigle. Donc, il est possible, ça n'explique pas tout, tu peux pas séparer les causes. Il y a plusieurs éléments, mais il est possible qu'une partie des causes du procès des sorcières de Salem ait été en partie provoqué par un empoisonnement local avec ce champignon, ce parasite du seigle, qui est l'ergot de seigle. Et à partir de là, bien sûr, on n'arrivait pas à trouver d'explication de pourquoi soudainement des gens du village avaient des convulsions, avaient des comportements étranges et des hallucinations. Bien sûr, il y avait l'imaginaire des gens qui s'inventaient des histoires. Aussi. Mais il y avait peut-être quelques cas là-dedans qui étaient tout à fait authentiques et qui ont servi de locomotive au reste des comportements. Donc, on a 5-6 fillettes qui sont empoisonnées au seigle, qui ont des comportements étranges. Et là, les autres enfants, par souci d'appartenir à la communauté, vont commencer à développer des symptômes par fiction, bien sûr, par mimétisme. Elles vont imiter ces comportements en disant « Nous aussi, on a été ensorcelés ». Mais il est possible qu'à la base, il y ait eu cet empoisonnement au seigle. Donc, c'est encore aujourd'hui, on est 300 ans après les procès des sorcières de Salem, 350 ans après les procès de sorcières de Salem, et les historiens sont encore fascinés par cette histoire-là, parce que peu importe là où tu regardes, tu peux trouver des tentatives d'explication, mais il faut vraiment une combinaison de l'ensemble de ces explications pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Salem et ce qui fait de cet épisode, à mon avis, l'un des épisodes les plus fascinants dans l'histoire de l'occultisme, du mystérieux et de l'étrange dans toute l'histoire de l'Amérique. Ça nous a permis aussi de faire des tests et de déterminer qu'il y avait possiblement des possibilités de s'empoisonner, là, carrément. Fait qu'on fait des tests comme ça que la nature. Et c'est amusant ce que tu dis là, parce que justement, cette hypothèse de l'ergot de seigle a été développée par une historienne dont le père, dans les années 60 et 70, on le sait, dans les années 60-70, le mouvement hippie et tout le reste, il y a eu énormément d'études qui ont été menées sur le LSD. Et parce que il y a même des gens des médecins, des psychologues et des psychiatres qui... Je dirais pas qu'il allait presque à recommander, mais qui voyait dans l'utilisation de LSD une forme de libération ou c'est une médecine plus ouverte, on va dire ça même. C'est ça, donc plus ouverte. Donc il y avait quelques voix qui étaient un peu dissidentes, qui disaient c'est peut-être bon le LSD. Puis il y a eu plein d'études qui ont été faites. Et justement, Linda Cockrell, celle qui a proposé, une des premières qui a proposé l'idée de l'empoisonnement à l'ergot de seigle, son père avait travaillé justement dans l'étude des comportements
fortement sous l'effet du LSD dans les années 60. Hein. On parle 67, 68, la grande période de libération et de consommation de drogues chimiques. Et en comparant les notes de son père, elle, qui est historienne, a été frappée de voir comment les descriptions que son père avait rapportées de ces gens sous l'effet du LSD ressemblaient à des descriptions qu'avaient fait les gens qui se disaient possédés à Salem. Donc, il disait, dans le cas des cas de 1967-1968, les gens qui avaient consommé du LSD disaient, ben voilà, j'ai des hallucinations, je vois des couleurs, j'entends des... je vois des sons, j'entends des couleurs, ce genre de trucs. J'avais l'impression que à des moments donnés, mon corps était piqué de centaines d'aiguilles. Donc, il y avait toutes sortes de récits qu'on faisait, très imagés, et avec le langage du 17e, début du 18e, ben, Linda Cockrell constate qu'effectivement, les gens décrivaient à peu près la même chose, et cet empoisonnement pouvait donc ressembler justement à une intoxication au LSD, et à l'époque, de manière naturelle, cette substance, elle était accessible, et elle était accessible par ce parasite du sel qui était l'ergot. Incroyable. Ben, tu me crées un besoin, il va falloir que j'aille visiter. Ça vaut vraiment la peine. Puis prends le temps de t'imprégner de ce plaisir-là d'être à Salem, tu sais. Oui, et de rappeler que plein de gens ont souffert. Oui, voilà. Non, mais tu sais, même si aussi on a le côté ludique de la chose, on visite les boutiques, on est vraiment dans cet univers-là, nouvel âge, culture de la sorcellerie, le diable, etc. Mais en même temps, quand on visite, puis d'ailleurs, on sait maintenant où se trouvaient les pendaisons. Hein. Avant, on le savait pas. Et là, depuis quelques années, des relevés géographiques nous permettent de savoir où se trouvait l'arbre. Hein. Il n'y avait pas d'échafaud, les gens étaient pendus à un arbre, et on est en plein centre du vieux Salem, hein, de la ville de Salem. T'auras pas de difficulté parce qu'on a érigé un mémorial. Maintenant, c'est un tout petit parc qui se trouve derrière une pharmacie. Et on sait maintenant que c'est là que se trouvait l'arbre où on pendait les suppliciés de Salem. C'est vraiment un voyage dans l'histoire. Et il faut se rappeler de ça, et particulièrement aujourd'hui, en ce 8 mars. Oui. Que les femmes ont souvent été à l'origine d'exutoires des grandes peurs, de cette peur du diable. Souvent, ça s'incarnait sous les traits des femmes. Donc, on a toujours été un petit peu intimidante. Est-ce que c'est ça la morale de l'histoire? Je vais garder mon commentaire. Oh, je me permets d'en faire une blague, mais merci de nous avoir partagé cette portion d'histoire-là, Christian. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Fait que, écoute, on se retrouve demain pour des histoires plus sanglantes. Encore plus, tabarouette. On finit bien la semaine tout le temps, comme ça, j'adore ça. Alors, tu vas en série demain? Oui, absolument. En fait, demain, je te parle d'enfants mutilés. Oh God. Je t'en dirai pas plus, mais c'est vraiment épouvantable. Demain, on parle enfants mutilés, donc âme sensible, s'abstenir. C'est ça, on met déjà l'avertissement, on va le répéter demain, tu fais bien de me le mentionner. Bonne soirée, Christian. Ça marche, à toi aussi. Bye bye. Radio X-Files. Radio X. Légende du rock. Avec le docteur Feel Good de Radio X. Feel Good. Moins de blabla, plus de rock. Légende du rock. Samedi et dimanche, 9h. À choix. Radio X. Présenté par Planète X. Vous méritez des soirées signées Planète X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planète X, 6 boutiques pour vous servir. monplanètex.com. Salut Nissan! Karine, je te présente le Rogue édition minuit. Oh, allure sportive et audacieuse, garniture et jantes en alliage noir. On aime ça? On aime aussi cette traction intégrale intelligente, son volant et ses sièges avant et arrière chauffants. Ouais, mais là, pourquoi on chuchote? Hein? Aucune idée. Jusqu'au 31 mars, louez le Nissan Rogue SV édition minuit à partir de 499$ par mois pour 64 mois. En stock maintenant. À compte de 899$, valeur au détail de 41 283$. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Depuis que les enfants sont partis, la maison est trop grande. Je comprends vos besoins et je suis là pour que votre propriété se distingue dans le marché de Québec. Savoir vendre, c'est ma force. Le marché est bon,
passer à l'action. Ça vous prend Patricia Deguara. Démarquez-vous et fiez-vous à l'expertise de Patricia et son équipe.com. Au prochain tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 42 millions. C'est tellement gros, faudrait pas que ça vous tombe dessus. Et on souhaite que ça vous tombe dessus, là, juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris. De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone tuning, zone arcade, zone Corvette, essai routier de voitures électriques, simulateur de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars. Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Exposité, en collaboration avec la Banque Scotia, présentée par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire, CA Québec, TVA, Journal de Québec, Choix 98.1. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez dès maintenant de rabais allant jusqu'à 50% sur presque toute la marchandise d'hiver. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca. T'as un projet de construction pour 2023? Profab, c'est ton choix. Profab, c'est 30 ans d'expertise et de savoir-faire. Tu seras accueilli à un centre de design unique ainsi que par une équipe chevronnée et dynamique afin de peaufiner chaque détail de la réalisation de ta maison. Visite le profab.ca pour découvrir les nouveaux modèles offerts et profites-en pour faire une demande de soumission en ligne. Profab, des maisons personnalisables, de qualité irréprochable. Les pizzas Ludo, offertes en plusieurs variétés populaires, au vrai goût du resto. Pas surprenant qu'on en retrouve autant dans le panier d'épicerie des Québécois. La pizza congelée, mais comme celle du resto. Pizza Ludo, en format de 9 et 12 pouces. Choix 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau pied de mur. Le Spacecast. Preserve, protect,